Salut tout le monde, on est jeudi, il est 13h, l'heure de l'After Mercato, l'émission préférée de vos émissions préférées, avec de l'info, de l'analyse, de la bonne humeur et Fabrice Hawkins qui arrive à point nommé juste avant le coup d'envoi de l'émission. Tout ça vous pouvez le retrouver sur votre télé, sur la chaîne de l'After Télé notamment, et puis sur Twitch d'habitude, bien que là il y ait du ping je crois sur Twitch. Ouais, et il y a du monde sur le ping. Voilà, il en faut pour tous les goûts. Vous pouvez nous retrouver partout, que vous soyez en vacances, que vous soyez au travail, si vous faites ça discretos par contre, parce que faut pas se faire prendre. Alors aujourd'hui, la compo du jour, titulaire en pointe, Joris Crollebois. Bonjour Jojo. En pointe, c'est pas mon meilleur poste, mais apparemment il y a des absents, donc je prends la place. Rémi Dumont et Jérôme je prends la place, je prends la place un petit peu plus tard et que tu supplées excellemment bien. Et notre meneur de jeu, Fabrice Hawkins. Bonjour Fabrice. Comment ça va ? Ça va. Vous avez deviné qui je faisais, qui j'imitais? Bien sûr, Ancelotti. Bien sûr, exactement. C'était Carlo Ancelotti, niveau de difficulté hard. Mais là, c'était pas mal. Alors aujourd'hui, on va parler OM et les conséquences de l'affaire Rabiot-Rowe sur le mercato phocéen. On évoquera aussi le retour de Kevin Trapp à Paris. Alors pas au Paris SG, mais au Paris FC. Et le rôle qu'il occupera dans ce club-là. Et je rappelle aussi que vous pouvez poser des questions si vous êtes sur le chat à Fabrice ou à Joris si ça concerne le FC Metz, mais uniquement le FC Metz. Ouais, rien d'autre. Et Fabrice y répondra lors du fameux temps fabricionnel en fin d'émission. Mais on va commencer par cette histoire quand même assez lunaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Histoire qui concerne l'Olympique de Marseille, qui d'autre, hein, avec cette première journée, ce déplacement à Rennes qui s'est fini par une défaite 1-0 malgré la supériorité numérique de l'OM. Jusque-là, on va dire que ça peut arriver, hein, une défaite en première en J1, ça arrive même à l'OM. Surtout à Rennes. Mais voilà, surtout à Rennes en plus, qui fait partie des bonnes équipes de ce championnat. Mais derrière, il y a eu cette grosse mésentente, pour ne pas dire plus, entre deux joueurs de l'OM, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, qui est parti complètement en vrille. Fabrice, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu rapido le contexte, ce qui s'est passé, ce qui s'en est suivi après cette défaite 1-0 lors de la J1? Oui, il y avait beaucoup de frustration déjà dans le vestiaire de l'Olympique de Marseille vendredi soir après cette défaite, un but à 0, but dans les dernières minutes, il joue à 11 contre 10, donc vous pouvez imaginer un peu l'état du vestiaire. Et ensuite, c'est vrai qu'il s'en est suivi des événements qu'on ne devrait pas voir dans un vestiaire, qu'on ne devrait même pas entendre, c'est-à-dire une bagarre, hein, tout simplement. Ils en ont parlé hier, que ce soit le directeur du football, Mehdi Benassia, qu'on écoutera tout à l'heure, et le président Pablo Longoria. C'était une vraie bagarre. Moi, les échos que j'ai eus hier et même avant-hier, c'est vraiment des poings fermés, des bleus pour certains sur le visage, une partie du corps. Donc, c'est vraiment une bagarre, c'est pas une friction, et ça a choqué un petit peu tout le monde. Donc forcément l'Olympique de Marseille a pris des décisions là sur les dernières 48 heures. Il y a eu cette mise à l'écart dans un premier temps, les deux joueurs privés d'entraînement, Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il y a eu ensuite discussion, explication aux deux pour leur dire ce qui allait se passer pour eux, c'est-à-dire déjà entraînement individuel maintenant, ils sont écartés du groupe. Et puis surtout ils sont mis sur le marché des transferts, ce qui est assez rare quand même pour être souligné. C'est-à-dire qu'ils auraient très bien pu leur dire en interne, on vous met sur le côté, on veut soit se séparer de vous, sans en arriver là. C'est-à-dire qu'ils sont mis de côté, ils sont placés sur le marché des transferts, le club a communiqué, et tout cela vient aussi de la communication de la maman d'Adrien Rabiot, qui a pris la parole et qui a contacté certains journalistes. Il y a eu la réponse du club, on l'a vu hier et on va encore en parler. Et donc on arrive à cette situation un peu lunaire où deux joueurs, dont un majeur, sont mis sur le côté, avec donc la porte de sortie qui leur a indiqué. Tu disais, le directeur du football, Mehdi Benassia, a été contacté par notre Flo Germain, notre envoyé spécial à l'OM, dans une longue interview dont on vous a gardé notamment un morceau qui concerne justement directement Adrien Rabiot. Et Mehdi Benassia s'explique justement sur cette situation et pourquoi on en est arrivé là. Adrien, c'était plus qu'un leader, c'était pour nous, en tout cas, comme tu as dit, ce maillon fort de ton équipe, aussi bien humainement et aussi bien sur le terrain. Moi, encore plus, au-delà du respect, j'avais de l'affection. J'ai de l'affection pour Adrien Rabiot.
C'est pour ça qu'on a d'autant été plus choqués que ça arrive avec un joueur comme ça. J'oublierai jamais les sacrifices qu'il a fait Adri pour venir. Et nous, plus que lui donner 3 ans de contrat avec un des meilleurs contrats du club, etc., on ne peut pas faire plus que montrer tout l'attachement et l'affection qu'on avait pour lui. Par contre, quand il se passe ce genre de choses, c'est un acte isolé, mais c'est quelque chose de trop grave pour passer à côté. Quand tu veux être une institution forte, quand tu veux être, entre guillemets, un club fort, il faut savoir que si tu dois prendre des décisions qui vont peut-être t'affaiblir sportivement, certes, mais te renforcer en tant que groupe, en tant qu'équipe et en tant qu'institution, il faut savoir les prendre. Et un joueur comme Adrien Rabiot ne pense pas aujourd'hui que je vais te dire, Flo, oh t'inquiète pas, je vais trouver un joueur plus fort que Rabiot en 10 jours de mercato. C'est pas vrai. Je sais très bien le poids qu'a eu Adrien Rabiot sur notre saison, je l'ai dit et répété, mais là la faute elle est beaucoup trop grave. Elle est beaucoup trop grave pour un club de foot. Moi je vois les joueurs, je voyais la tête des joueurs, ils étaient choqués. Jojo, là, on est quand même arrivé à un niveau, c'est-à-dire que le club est prêt à se passer d'Adrien Rabiot par rapport à la gravité donc, de ce qui s'est passé. Adrien Rabiot, Fabrice le disait tout à l'heure, considéré peut-être comme le meilleur joueur de la saison passée avec l'OM. Oui, on a souvent vu, que ce soit dans le documentaire de l'OM ou même à travers différentes interviews, que Adrien Rabiot était considéré comme le joueur le plus important de l'Olympique de Marseille. Le faire venir, c'était un énorme coup. Le mettre dehors, c'est que ça a vraiment dû être très très grave. D'ailleurs, les mots, on vous a montré quelques extraits des mots des dirigeants de l'OM. Il y a eu trop grave pour passer à côté. C'était une scène de chaos. De Zerbi a même dit qu'il était choqué de la scène. Certains joueurs sont choqués aussi, comme le disait Mehdi Benassia. Donc, si vraiment on met dehors un joueur comme Adrien Rabiot, c'est que vraiment, il y a eu quelque chose de très très grave, parce que là, à 10 jours de la fin du mercato, c'est peut-être se tirer une balle dans le pied, mais c'est aussi montrer du côté de Benassia et du côté de l'Olympique de Marseille que l'institution est plus forte, qu'on s'appelle Rabiot ou qu'on s'appelle Jonathan Rowe ou n'importe quel joueur. L'Olympique de Marseille reste plus fort. Alors on le savait, Jonathan Rowe, lui, il était sur le départ, donc au final, c'était quasiment acté qu'il s'en aille. Par contre, Adrien Rabiot, c'était peut-être l'un des titulaires indispensables, entre guillemets, dans ce projet de l'Olympique de Marseille. On va jeter un coup d'œil à ce à quoi ressemble l'Olympique de Marseille à 10 jours, tu le disais, Jojo, de la fin du mercato. Fabrice, du coup, est-ce que ça a rebattu les cartes, cette histoire Rabiot-Rowe, parce qu'on imagine que forcément avec Rabiot sur la liste des transferts, non seulement il va falloir le remplacer, mais est-ce que ça change un petit peu les projets qu'avait l'OM avec cet effectif-là? Et comment? C'était l'un des joueurs les plus importants. Ils ont axé leur campagne d'abonnement, notamment pour les supporters autour de lui. Vous avez vu beaucoup de joueurs de supporters lors des matchs de préparation avec ce flocage numéro 25 d'Adrien Rabiot. C'était le centre du projet de Roberto De Zerbi de l'Olympique de Marseille. Et aujourd'hui, on se retrouve avec le championnat qui a repris et avec Adrien Rabiot donc, qui est mis sur le côté. Donc effectivement, ça va changer beaucoup de choses. Là, on voit les nombreux joueurs de l'Olympique de Marseille avec pour certains un bon de sortie, d'autres sont vraiment poussés à la sortie. Lesquels, Fab? Neil Maupay, Amin Harit, tac. Non, il y a pas mal de joueurs. Faris Moumbagna. Il y a beaucoup de joueurs Jonathan Rowe, donc qui avait déjà un bon de sortie avant cette bagarre avec Adrien Rabiot, et qui maintenant clairement est un indésirable à Marseille. Donc Adrien Rabiot est venu s'ajouter à cette longue liste. Paul Lirola aussi. Vous voyez, il y a beaucoup de monde aujourd'hui à Marseille et beaucoup de joueurs qui pourraient donc quitter le club avant le 1er septembre. Des joueurs aussi qui pourraient arriver, puisque c'est toujours la volonté de la direction sportive marseillaise de faire venir un défenseur central. Joël Ordonez est évidemment toujours la priorité. Un arrière-gauche aussi. Donc un milieu de terrain, peut-être même 2 en fonction des départs, vu la situation avec Adrien Rabiot. Donc il y aura du mouvement. Ce qu'on peut dire aux supporters marseillais, c'est qu'il faut rester connecté, parce qu'il va se passer beaucoup de choses dans le sens des arrivées et surtout dans le sens des départs. Oui, vas-y, Jojo. Est-ce que par exemple des joueurs comme Amin Harit, qui étaient peut-être possiblement sur le départ, des joueurs également comme Aziz Ounahi ou d'autres, est-ce que ça peut changer notamment leur vision, en tout cas la vision des dirigeants sur eux? Pas forcément. Après, ça va dépendre aussi de ce que va faire Marseille dès ce week-end contre le Paris FC. Il y a un match, c'est vrai qu'en fonction des performances des uns et des autres, la lecture peut changer, mais je dirais à la marge. Il y a un schéma tactique et un plan de jeu qui est imaginé par Roberto De Zerbi. J'imagine mal qu'il puisse changer, tout simplement parce que il y a un joueur comme Adrien Rabiot qui doit quitter le club. Je pense plutôt qu'ils sont dans l'optique d'amener d'autres joueurs qui vont peut-être justement coller un peu plus à l'identité de Roberto De Zerbi, même si encore une fois Rabiot était totalement dans le projet, mais j'imagine plus dans ce sens-là plutôt que d'essayer de retenir Amin Harit, Aziz Ounahi, des joueurs qui ont été identifiés depuis plusieurs semaines comme n'étant pas
devant quitter le projet de l'Olympique de Marseille. Et on est sûr qu'il va partir, Rabiot, hein, s'il n'y a pas de bluff. On est sûr, oui et non. Non, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut pas être une question de bluff de l'OM. En mode, si on n'a pas l'offre qu'on souhaite, on le garde finalement et puis on le réintègre. Le problème de l'Olympique de Marseille qui va se poser pour eux, c'est qu'ils ont clairement affiché la couleur avec un communiqué en disant on souhaite s'en séparer. Donc, quand vous procédez comme ça, vous n'êtes pas forcément... et Mehdi Benassia l'a dit aussi dans la longue interview qu'il nous a accordée hier, il sait qu'il n'est pas en position de force pour vendre et Jonathan Rowe et Adrien Rabiot. Il aurait pu mieux optimiser, ce sont ces mots, ces opérations-là, si la terre entière ne savait pas qu'ils étaient à vendre. Donc aujourd'hui, c'est vrai que quand il va négocier avec des clubs qui savent qu'il doit les vendre, il ne sera peut-être pas en position d'apporter ou de récupérer ce qu'il aurait aimé récupérer, Mehdi Benassia. Maintenant, pour répondre à ta question, est-ce que c'est sûr qu'Adrien Rabiot va partir ? Non, c'est pas sûr. En revanche, oui, c'est sûr qu'il y a une très forte envie de Marseille de le faire partir, et lui a bien compris le message. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne portera plus le maillot de l'OM, parce que même s'il reste, il ne jouera pas. Ça, c'est pas sûr non plus. Ça, c'est des positions. Écoutez, ça c'est ce qui est dit hier, donc le 20 août. Hein. On verra s'il reste vraiment, même s'il y a peu de chance aujourd'hui. Mais s'il reste et que Marseille doit jouer la Ligue des Champions, doit être compétitif en championnat et doit jouer tous les 3 jours, on verra si on tient le même discours. Ouais, c'est pas faux. Mais Fab, est-ce que l'OM a déjà identifié des potentiels remplaçants pour Adrien Rabiot ? On sait qu'Ismaël Benasser, qui était là la saison passée, qui a fait la deuxième moitié de saison en prêt en provenance de l'AC Milan, le nom revient. Est-ce qu'il y a des mecs comme ça qui ont été ciblés ? Ismaël Benasser, on en parlait du côté de Marseille, c'était surtout suite au départ de Valentin Rongier à Rennes. On cherchait un profil au milieu. Il y a Matt O'Reilly aussi, jeune joueur de Brighton, le Danois, qui était ciblé. Donc il y avait déjà une shortlist avec le départ de Valentin Rongier. Pour moi, Adrien Rabiot, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'il y a d'autres joueurs qui vont entrer dans la balance, qui n'ont pas été cités précédemment et qui vont venir avec peut-être un petit peu plus de créativité, avec un profil différent, sans doute, qui va coller aux exigences de Roberto De Zerbi. Mais ce ne sont pas Matt O'Reilly et Benasser qui vont venir compenser un départ qui n'est pas encore acté d'Adrien Rabiot. Justement, on va en parler en chiffres. C'est une super passée de la part de Fabrice, parce que quand on regarde les chiffres, on a regardé un petit peu la comparaison entre Rabiot, Benasser et O'Reilly, avec notamment 2 aspects. L'aspect défensif d'abord, où Adrien Rabiot est largement au-dessus dans les tacles réussis, dans les duels aériens. En revanche, si on compare Benasser dans la colonne de gauche et O'Reilly, on voit que défensivement, Benasser, c'est plus une valeur sûre qu'O'Reilly dans ces domaines-là. Il est au-dessus d'O'Reilly dans tous les domaines. Si on regarde l'aspect offensif, c'est O'Reilly qui est au-dessus de Benasser. On va encore comparer les 3, montrer que Adrien Rabiot est bien au-dessus dans la plupart des duels, dans la plupart des domaines, avec donc il est meilleur défensivement que les 2 autres, meilleur offensivement que les 2 autres. En revanche, si on compare O'Reilly et Benasser, là cette fois c'est O'Reilly qui est au-dessus de Benasser. Conclusion, pour remplacer Adrien Rabiot, il faut recruter les 2. Donc, ça prouve aussi la force d'Adrien Rabiot, avec un O'Reilly meilleur offensivement, un Benasser meilleur défensivement. Sinon, on parle d'une autre option, Fabrice. Je vais d'abord te demander si c'est une option, parce que c'est très récent, donc je ne sais pas si tu as encore des infos dessus. On parle de Marc Casado du FC Barcelone. Est-ce que c'est possible pour l'OM ? Est-ce que c'est vraiment un tuyau ? Écoute, j'ai vu ça passer. Pour l'instant, je n'ai pas de confirmation de cette piste. Après, de part, et on voit les chiffres et les statistiques que tu vas sans doute commenter, c'est un joueur qui colle totalement au De Zerbi Ball. C'est-à-dire qu'il pourrait facilement rentrer dans le schéma de jeu proposé par Roberto De Zerbi. Donc sur le profil, ça paraît tout à fait crédible, mais après, il y aura d'autres enjeux et d'autres éléments qui vont entrer en compte pour savoir si Marseille peut vraiment le faire. Non, on parle 30 millions d'euros là quand même, on est dans des sphères... Sachant qu'il y a Ordonez déjà qu'il faut récupérer et qu'on parle autour de 30 millions d'euros aussi, qu'il y a pas mal de joueurs à sortir. Si Marseille sort la dizaine de joueurs qui veulent le vendre, oui, dans l'absolu, c'est pas impossible, parce que Adrien Rabiot, encore une fois, s'il est transféré, Marseille va pas récupérer énormément d'argent par rapport à son talent, parce que il est arrivé libre et donc il y a des négociations et un compromis qui avait été trouvé entre Adrien Rabiot et Marseille, qui font qu'aujourd'hui Marseille ne réclame que 15 millions d'euros, et encore il faut voir s'ils vont toucher l'intégralité de la somme. Voilà, donc grosso modo, il faudra voir si Adrien Rabiot part, mais s'il part, il y a aussi son salaire qu'il faut prendre en compte, et il a un très très gros salaire, et ça va libérer aussi de la masse salariale. Et il reste que 10 jours, mais quand on regarde les stats, justement, tu disais que ça collait parfaitement au profil. C'est vrai que voilà, on parlait de O'Reilly d'un côté offensif et Benasser d'un côté défensif. Et lui, Casado, il coche un peu toutes les cases. Offensivement, il est même meilleur que Rabiot dans les occasions créées par match la saison dernière avec le Barça. Dans les interceptions, il est même au-dessus. Dans les tacles réussis, il y a un petit Rabiot et
est au-dessus, mais il est quand même dans les temps. C'est un joueur qui peut, avec son profil, effectivement, comme tu le disais Fabrice, coller parfaitement au projet de Zerbi. La seule différence, c'est qu'il est beaucoup plus jeune que Rabiot et donc avec un peu moins d'expérience. Ouais, il coche toutes les casses à dos, comme tu l'auras dit. Donc, alors Rabiot n'est pas encore parti. Alors on est allé voir quand même du côté de Marseille, nos copains de BFM Normandie, BFM Marseille, n'importe quoi, sont allés demander aux supporters ce qu'ils en pensaient justement de ce départ probable d'Adrien Rabiot. Je suis dégoûté. Moi, je veux pas que Rabiot parte. Ça part en live, l'OM. Après, c'est un club de fada, mais bon, je suis abasourdi. Pas catastrophique parce qu'il a apporté quand même quelque chose au vestiaire cette saison. Il nous a apporté pour aller en Ligue des Champions. Il voulait absolument jouer la Ligue des Champions à Marseille en plus. Donc, pour moi, je peux pas y croire. Dommage, surtout qu'il faisait partie du projet du club. Il va falloir remplacer, trouver quelqu'un qui soit aussi performant et aussi investi. C'est triste, mais l'OM est plus grand que tous les joueurs. Rabiot, c'est un grand joueur, mais on a un grand club et donc s'il veut se séparer de lui, ma foi, bon vent. Ouais, on entend les avis partagés et ça c'est tout de même si encore une fois la décision a été prise pour le bien de l'institution, c'est ce que nous expliquent les dirigeants, il va falloir voir comment Marseille réagit en termes de résultats parce que c'était un joueur quand même qui était très apprécié, je le disais tout à l'heure, beaucoup ont acheté son maillot, voulaient voir une saison de l'Olympique de Marseille avec Adrien Rabiot en Ligue des Champions, donc c'est aussi un petit risque que prend Marseille. Ouais, c'est clair, un risque, on va suivre ça dans les prochains jours. On va passer à un autre thème, qu'on a déjà évoqué sur l'After Mercato, c'est les gardiens, parce qu'on a constaté un changement assez radical chez les gardiens titulaires. Oui, c'est vrai que j'avais dit que je le mettrais pour le début du thème. Chez les clubs de Ligue 1, il y en a 13 sur 18 qui ont changé. C'est pas facile, en plus c'est des gardiens d'enfants. Merci Antoine Corbelli, qui ont changé de gardien titulaire. 13 sur 18, c'est du jamais vu depuis le retour de la Ligue 1 à 18 clubs. Donc on a quasiment toute la Ligue 1 qui a changé, mis à part Auxerre, Nantes, Marseille, Rennes et Toulouse. Alors on a mis Paris FC dans ceux qui avaient changé parce qu'il y a quand même eu une annonce importante, Jojo, cette semaine, l'arrivée de Kevin Trapp, l'ancien gardien du Paris Saint-Germain, qui a été officialisé du côté du Paris Football Club. Ouais, effectivement, Kevin Trapp qui revient à Paris, dans l'autre club donc de Paris. Alors il y a eu aussi pas mal de discussions, notamment sur les termes de son contrat, disant que voilà, il allait être aussi modèle pour Louis Vuitton. C'est faux, nous a dit Aurélien Thirsin. C'est faux ? Ouais, c'est faux. Ouais. Ça n'a rien à voir, ils nous ont dit. Justement, la question, c'est de savoir, est-ce qu'il vient donc pour être modèle, la réponse j'allais venir et non, football, mais il vient pour jouer quoi, Jojo, alors ? Alors, il vient pour jouer quoi ? Ça, c'est plus Fabrice qui serait peut-être capable de répondre. Moi, j'ai du mal à croire qu'on fasse venir Kevin Trapp pour être numéro 2. Après, peut-être que je me trompe, mais parce qu'on a quand même Obed Nkambadio qui est en plein développement et qui est en pleine progression, donc ce serait dommage d'avoir un joueur jeune à développer et de lui mettre dans les pattes un Kevin Trapp. Voilà. Est-ce qu'il vient en numéro 1 ou numéro 2, Fabrice ? Moi, j'ai pas la réponse et je pense que ils vont être en concurrence. Nkambadio, en fait, Kevin Trapp, c'est aussi une vitrine. C'est-à-dire qu'ils étaient aussi en recherche de noms, de joueurs qui ont été performants, qui sont performants et qui peuvent aussi incarner ce projet. Il peut l'incarner à sa manière, mais à condition d'être performant, parce qu'il va avoir un sacré client. Obed Nkambadio, comme tu l'as dit, c'est un joueur qui a été performant, qui a reçu plusieurs distinctions individuelles sur les dernières années, notamment en Ligue 2, qui a été aussi approché par de très grands clubs, je pense notamment à Manchester United ces dernières années, à l'Inter Milan aussi, sont en fait des écuries qui attendent de voir s'il confirme au plus haut niveau pour se positionner concrètement sur ce joueur de 22 ans qui est international français. Donc le risque en fait pour le Paris FC, c'est de stopper sa progression, un joueur qui est performant, qui peut être performant, qu'on peut revendre beaucoup plus cher pour emmener et lui mettre dans les pattes quelqu'un qui a plus d'expérience, qui a une aura plus grande, mais ça va fonctionner à condition que Kevin Trapp soit performant. Et il y a aussi, et on l'a connu et on en a parlé beaucoup ces derniers temps au Paris Saint-Germain, il y a aussi ce risque d'avoir 2 numéros 1 et finalement avoir les écueils de cette situation-là. Donc pour moi, c'est une situation qui n'est pas évidente à gérer pour l'entraîneur du Paris FC, et on va voir justement ce qu'il va faire, s'il va trancher d'emblée ou s'il va laisser sa chance aux plus performants. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette stat, c'est Opta France, donc le compte allemand d'Opta qui l'a publié sur les réseaux. C'est le nombre d'arrêts effectués par les gardiens du top 5 européen depuis 2018-2019, donc saison durant laquelle Kevin Trapp est retourné du côté de Francfort, et on voit qu'il est largement devant, 866 arrêts. Alors forcément, ça, tu te dis, le mec il se fait arroser et tout, mais
en fait, on a voulu aller un petit peu plus loin, Jojo, creuser un peu pour voir si vraiment le fait qu'il soit numéro 1 en termes d'arrêt, ça voulait dire quelque chose ou pas. Alors ouais, justement, on a voulu creuser un petit peu parce que c'était surprenant de voir Trapp meilleur gardien d'Europe depuis 2018 au niveau des arrêts. En fait, la conclusion, c'est surtout que Francfort subissait beaucoup de frappes, donc forcément beaucoup plus d'arrêts pour Kevin Trapp. En revanche, quand on va un petit peu plus en profondeur, eh bien, on se rend compte que dans le pourcentage d'arrêts, c'est pas terrible. 67% d'arrêts pour un gardien, c'est quand même pas terrible. 21 buts encaissés de plus que ce qu'il aurait dû selon les expected goals, donc il sous-performe assez largement depuis son arrivée à Francfort il y a 7 ans. Et puis il y a aussi cette stat sur les 7 dernières saisons à Francfort, il a sous-performé lors de 4 d'entre elles, donc 4 saisons sur 7 il a sous-performé, donc avec des buts encaissés plus hauts que le nombre d'expected goals. Donc ça prouve aussi, c'est des stats qui peuvent paraître compliquées, la conclusion, voilà, pour être clair, c'est qu'il sous-performe depuis son arrivée à Francfort. Il y a eu vraiment seulement 3 saisons où il a été plutôt bon. 3 sur 7, ça fait pas beaucoup. Et à voir maintenant quel Kevin Trapp on va avoir au Paris FC, sachant que Bundesliga et Ligue 1, c'est pas la même chose. Il subira certainement moins de frappes, quoique pas sûr avec le Paris FC qui est promu. Mais c'est pour ça aussi qu'il a 33 ans, me semble-t-il, Kevin Trapp aussi, ou même plus, 35 ans, je crois. 35 ans, Kevin Trapp. Donc voilà, il va y avoir une vraie question à se poser entre Nkambadio qui en a 22, Kevin Trapp qui en a 35, Nkambadio qui était performant et Kevin Trapp un peu moins. T'as ton oreillette qui est sortie. Ouais, c'est les pires oreillettes, faudrait les changer. Et donc du coup, Jojo, tu penses que Trapp peut faire office de numéro 1 ou toi tu vois plus Nkambadio? Moi j'ai du mal à croire qu'on fasse venir Kevin Trapp pour être numéro 2, mais voilà, je me trompe peut-être parce qu'ils ont un numéro 1 qui était l'année dernière qui était performant. Mais j'ai du mal, pour moi Trapp sera numéro 1, Nkambadio numéro 2. Et toi Fab, t'en dis quoi? Je pense comme Joris, je dis pas mieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un nom comme ça qui arrive, pour l'attirer, il a fallu lui dire des choses qui lui faisaient plaisir. Je pense pas qu'ils lui ont dit tu vas passer derrière le petit jeune de 22 ans. Ouais, c'est pas faux. Donc après dans les faits, est-ce qu'il est meilleur que le petit jeune de 22 ans? Ça, j'en suis pas sûr. Non. On aura les réponses peut-être à partir de ce week-end. PFC qui se déplace à Marseille. En plus, tiens, bizarre, les deux clubs qu'on a évoqués ce week-end en Ligue 1 pour la J2. C'est l'heure du temps fabricionnel. T'as pas ramené le sifflet. J'ai pas ramené le sifflet, j'ai ramené les gants, mais pas le sifflet la prochaine fois. Antoine Corbelli, si tu nous regardes, si tu peux nous ramener un sifflet, tu seras bien mignon. Le temps fabricionnel, donc vous posez vos questions dans le chat à Fabrice pour qu'il y réponde. Il y a beaucoup de choses. Voilà, ouais, c'est l'heure du temps fabricionnel. Pour cette semaine, Fab, notamment, on avait entendu parler de Denis Zakaria, le monégasque, qui a un vrai faux départ dans une situation un peu lunaire. Ouais, Denis Zakaria, ça a fait agiter l'information qu'on a révélée, a fait beaucoup parler parce que c'est vrai qu'il y avait une volonté de la part de Al-Ahly de l'attirer et ce qui est un peu amusant, c'est que Monaco ils n'étaient pas contre de le vendre. Il y a une proposition qui est arrivée sur la table, 40 millions d'euros plus 5 de bonus pour un joueur acheté un peu plus de 20 millions d'euros. Il y avait une possibilité pour l'AS Monaco de faire une belle culbute financière. Ça a négocié et Monaco était plutôt très très ouvert. On a sorti l'information, c'est vrai que derrière ça a fait beaucoup parler, les supporters pas très très contents et j'ai pas envie de dire que c'est à cause des supporters que Monaco s'est ravisé, mais en tout cas je me demande dans quelle mesure ça a joué. Il y a surtout le problème de pouvoir le remplacer, c'est un homme très important, on le sait, du système d'Adi Hutter, capitaine évidemment, avec la Ligue des Champions, avec toutes les rencontres importantes qu'aura joué l'AS Monaco, c'était peut-être trop dur de le remplacer et donc décision a été prise de stopper les négociations avec Al-Ahly et Monaco a d'ailleurs communiqué en ne niant pas les discussions avec le club saoudien, mais en disant bien que, et en rassurant ses supporters, Denis Zakaria sera monégasque cette saison. Jojo? Écoute, bonne nouvelle pour la Ligue 1. Bonne nouvelle pour la Ligue 1, ouais, effectivement. Est-ce que tu as une question pour Fabrice? Oui, j'ai une question pour Fabrice au niveau des latéraux de Nice. On parle de Melvin Barr et de Jonathan Klaus, l'un à Leverkusen et l'autre en instance de départ, on ne sait pas trop où encore. Ouais, ça fait plusieurs semaines déjà que Nice a eu une approche du Bayer Leverkusen qui aimerait recruter le joueur. Ce qu'on peut vous dire, c'est que pour l'instant, ils ne sont pas forcément enclins à vendre, mais en même temps, il lui reste un an de contrat et le joueur est plutôt motivé à l'idée d'aller au Bayer Leverkusen. Il sait qu'il sera titulaire, en tout cas, il
il va jouer. Le Bayer Leverkusen d'ailleurs qui a perdu Nordi Mukiele est revenu de prêt au Paris Saint-Germain et qui s'est envolé pour Sunderland. Donc la situation c'est celle-là, il sait qu'il va jouer, il y a la Coupe du Monde qui arrive et ça va être très compliqué de rentrer dans cette liste avec la concurrence de Malo Gusto et de Jules Koundé. Donc on va voir comment ça va se passer. Je pense que s'ils amènent ce qu'il faut amener sur la table, Jonathan Klaus partira. Pour Melvin Barr, ça risque d'être un peu plus compliqué, même s'il a pas mal d'offres lui aussi. Après c'est toujours pareil, hein. Il reste pas beaucoup de jours pour clôturer ce mercato. Si jamais il y a une grosse offre qui arrive pour Melvin Barr, on peut imaginer aussi qu'il parte, mais il va falloir être particulièrement convaincant pour Melvin Barr. Ouais, parce qu'il restera plus grand chose à Nice s'il est 200. Hein. C'est le problème. Dernière question qu'on a pour toi, Axel Disasi, l'avenir d'Axel Disasi, on en parle aussi. Ouais, Axel Disasi, l'international français, donc comme vous savez, qui joue à Chelsea, qui était prêté à Aston Villa, il y a pas mal de possibilités pour lui là aussi. Il y a une offensive de Bournemouth, ça fait ces derniers jours, ces dernières semaines même, ça négocie. Il y a d'autres clubs qui sont là pour Axel Disasi, ça reste quand même un bon coup puisque Chelsea veut s'en séparer, donc on imagine qu'il y aura des efforts faits de la part des Blues. On va voir comment ça va se développer. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, Bournemouth est intéressé, c'est pas le seul club et pour l'instant, il n'y a pas d'accord entre toutes les parties. Ouais, je t'en fais une dernière, parce qu'il y a Nabil dans le chat qui nous demande des évolutions dans le dossier Ederson ou pas. Alors, je n'en sais absolument rien. Ederson, lequel ? Celui de l'Atalanta, celui de Manchester City ? Manchester City, je pense. Nabil ? Ah, Ederson, oui, excusez-moi. Ça me paraissait étrange que c'est pas d'info. Excusez-moi. Non, parce que je pensais, moi, à un joueur de chiant tout de suite. Je sais pas pourquoi. Non, Ederson. Alors qu'on en parle tous les jours d'Ederson. Oui, bien sûr, Ederson. En fait, la problématique d'Ederson pour débloquer le dossier, le dossier brûlant, on va pas se mentir, de ces derniers jours, en tout cas côté en France et au Paris Saint-Germain, au-delà de l'OM qui va prendre aussi beaucoup de place dans l'actualité. Pour débloquer Gianluigi Donnarumma à Manchester City, puisque qu'on a révélé, il faut absolument qu'Ederson s'en aille. Or aujourd'hui, il est d'accord avec Galatasaray, mais les deux clubs Manchester City et Galatasaray n'ont pas trouvé terrain d'entente. Donc tant qu'il n'y a pas de terrain d'entente entre ces deux clubs-là, il ne peut pas y avoir d'accord et Ederson ne peut pas aller à Galatasaray. Il reste peut-être une possibilité, puisqu'on parle d'Ederson, on est obligé de parler de Donnarumma. Pour Donnarumma, si ça ne se fait pas à Manchester City, peut-être qu'il peut y avoir une porte de sortie à Manchester United, à la condition, là aussi, qu'un gardien parte. Donc vous voyez, Gianluigi Donnarumma, mine de rien, il n'est pas encore parti. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de si là. Ça fait beaucoup de conditions. Ce jeu de chaises musicales qu'on est en train de vivre là du côté des gardiens. Encore une fois, on en reparle. Toujours la même chose. Ouais. Les gardiens. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu un mercato aussi agité avec les gardiens. Ces dernières années, j'ai pas le souvenir d'un mercato où on parle autant de ce poste. Bah là, 13 clubs sur 18 qui ont changé de gardien, c'est énormissime et c'est assez étrange. T'as peut-être une dernière pour Fabrice, Loïc ? Oui, peut-être au niveau de Ben Seguir, on parlait de lui potentiellement à Leverkusen en remplacement d'Adli qui est parti à Bournemouth. Là encore un jeu de chaises musicales. Ouais, exactement. C'est souvent ça le mercato. Ouais, tu m'étonnes. Oui. Ilyes Ben Seguir, c'est un dossier qu'il va falloir suivre de très près. On sait que Monaco en veut autour de 40 millions d'euros. Ce sera sans doute un peu moins. Il n'a pas prolongé son contrat. Donc forcément, ils seront ouverts à une vente. Après, il y a plusieurs clubs. Il y a le Bayer Leverkusen. Je crois savoir qu'il y a aussi Dortmund qui est très intéressé par Ilyes Ben Seguir. Là aussi, c'est un dossier qui va se décanter, si ce n'est dans les prochains jours, la semaine prochaine. Et ça va forcément beaucoup faire parler parce que c'est un joueur qui a beaucoup de talent. Mais si vous me demandez mon avis, je le vois partir Ilyes Ben Seguir, plus que Marnès Akliouche, pour qui Monaco a réclamé la bagatelle de 70 millions d'euros, ce qui n'est quand même pas rien sur ce marché des transferts qui s'affole d'année en année. Et c'est vrai que je vois moins de perspectives pour Marnès Akliouche, qui jouera sans doute la Ligue des Champions avec l'AS Monaco la saison prochaine. Et puis il y a un dossier aussi dont je voulais parler, celui de Esteban Le Paul. Là aussi, ça peut se décanter, notamment dans la journée, puisqu'il y a une offre qui est attendue de la part d'Angers. Le Stade Rennais devrait surenchérir. Ils ont fait une première offre à 10 millions d'euros refusée par le SCO d'Angers qui en veut plus. On l'a révélé, Esteban Le Paul est déjà d'accord avec le Stade Rennais, contrat de 4 ans, donc maintenant il faut qu'il y ait un terrain d'entente qui soit trouvé entre Rennes et le SCO d'Angers. Ouais, parce qu'ils ont volé 25, donc le différentiel est quand même un petit peu je pense important. que ça peut se faire à 15 plus bonus. Ouais. Allez,
15 plus bonus et je te le vends. Okay. en mode vendeur de tapis. Merci messieurs pour ce nouvel after mercato. Juste le temps pour moi de vous dire que ce soir et jeudi prochain, on diffuse le barrage de Conference League Strasbourg contre Brøndby. Ce sera notamment sur BFM Alsace, mais ce sera aussi sur les chaînes YouTube et Twitch d'RMC Sport. Donc ça, c'est ce soir à 20h. Il y aura aussi encore du foot demain Caen-Versailles, 3e journée du championnat national dont on a les droits. La team Mbappé contre la team Mullier, ce sera à 19h30 sur la chaîne Twitch d'RMC Sport aussi. Et enfin, on parle plus foot, on parle UFC avec samedi à partir de 11h une carte toute en gratuite sur la chaîne Twitch RMC Sport. C'est l'UFC Shanghai avec 2 gros combats, notamment Johnny Walker, alors rien à voir avec le whisky, qui affronte Zhang Mingyang chez les moins de 93 kilos. C'est deux tarés, hein, donc vraiment un combat à suivre. Et Brian Ortega qui affronte l'ancien champion Aljamain Sterling chez les moins de 66 kilos. Donc 2 gros combats, tout gratuit sur la chaîne Twitch. Donc venez chez nous, on a plein de sports et c'est super. Et le ping là aussi. Et on kiffe. Et le ping aussi. Un grand merci à Saïd Hamda et à PH et à Adrien et Guillaume à la production. Nous on se retrouve jeudi prochain pour un nouvel After Mercato. Bisous.